Ma deuxième question, grand frère, j'aimerais comprendre, parce que j'analyse beaucoup le nouveau genre de panafricain. C'est quoi ce nouveau concept de panafricain où on veut avoir le pouvoir à tout prix? C'est quoi ce nouveau concept de panafricain où on veut prendre le pouvoir par la violence, où on s'en fout des problèmes de la population, où on a une certaine haine envers d'autres voisins ou d'autres parents africains? Sincèrement, là, je ne comprends pas ce nouveau concept de panafricain là. Donc, si vraiment vous pouvez m'aider à comprendre, ça me fera vraiment plaisir. C'est tout pour moi. Ok. Vraiment, merci beaucoup pour la question. Et relativement à la première que tu posais déjà, par rapport à ces annonces d'emploi bizarres qui fleurissent partout et qui par la suite font des victimes, il faut dire que ce n'est pas chose nouvelle. Même déjà à l'intérieur même de la Côte d'Ivoire, il y avait tout un réseau qui faisait la même chose et qui après kidnappait les personnes et demandait de l'argent. On a vu tout ça en Côte d'Ivoire. Mais à la réalité, il faut se poser la question de savoir pourquoi on en arrive à cette réalité. C'est ça aussi qui est très important à savoir comme chose. Voyez-vous, le désespoir est le plus grand ennemi de l'homme. Cher frère, tu seras d'accord avec moi que vous soyez dans les Amériques, en Europe ou partout dans le monde. La première chose qui manque à l'Afrique, c'est l'espoir. Je dis bien la première chose qui manque à l'Afrique, c'est l'espoir. Ce ne sont pas les richesses matérielles, encore moins beaucoup d'autres choses. C'est que nos dirigeants même qui sont là n'arrivent pas à inspirer confiance. Et quand des dirigeants qui viennent, au lieu d'inspirer confiance à travers leur comportement, essayent d'être ceux-là même qui sont les détourneurs publics, qui projettent des mauvaises images, ça finit par exaspérer, désespérer toute la population qui se dit finalement il n'y a plus rien à faire ici. Et donc, un jeune qui a évolué dans cet environnement, c'est un droit totalement légitime, normal, que d'aller à la recherche du bonheur. Qu'est-ce que ce jeune peut espérer? Puisqu'il sait que dans son environnement immédiat, il n'aura pas ce qu'il souhaite. Je te dis, même quand souvent les choses les plus simples qu'on pourrait comprendre avec un raisonnement, tellement il veut changer d'environnement, il est prêt à essayer de prendre le risque. Voilà le pied dans lequel beaucoup tombent. Et c'est important qu'on puisse éduquer notre jeunesse, mais c'est surtout que nos politiques et nos politiciens puissent se démontrer comme des hommes d'État pour inspirer d'abord confiance. C'est vraiment très important. Parce que quand on vient ici en Occident, vous aurez constaté que on ne devient pas riche subitement. Dans la majeure partie des cas, on ne devient même pas riche. Mais il y a ce petit fil d'espoir qui existe que, quel que soit le petit boulot que je ferai, je pourrais maintenir ma petite dignité en tant qu'homme. Et c'est ça qui manque en Afrique. Et c'est sur ça que nous tous, ainsi que nos dirigeants, devrions travailler pour essayer d'en arriver à quelque chose. Parce que tout être humain, il est normal qu'il ait de l'ambition. Or, ce sont ces ambitions-là qui sont tuées dans nos pays. Et c'est ça qui fait que les gens tombent dans le désespoir. À la deuxième question que vous posez, le panafricanisme même c'est quoi? J'ai déjà mis une vidéo sur la plateforme il y a 2 ou 3 jours. Si vous la suivez, vous comprendrez du début du panafricanisme. C'est un concept qui n'est pas né en Afrique. Mais cela n'est pas le problème, puisque la démocratie même n'est pas née en Afrique, encore moins le communisme que certains voudraient aujourd'hui. Mais toujours est-il que quand quelque chose est une bonne chose, on peut l'apprendre. Il n'y a pas de honte à mieux faire. Le panafricanisme, dans son idée originelle, avait voulu que, en partant sur la base des expériences qu'ont connues les Noirs à travers la colonisation, à travers l'esclavage, que les Noirs puissent, partout où ils se trouvent sur la planète Terre, se réunir et essayer de lutter pour leurs droits fondamentaux. C'est-à-dire quoi? Essayer d'abord de vivre et de s'identifier comme un peuple et lutter en fonction de nos besoins pour essayer de relever la dignité du peuple africain. Et donc quand le panafricanisme originel va naître dans les Amériques, tu vas voir que dans les années 70, ils vont venir en Afrique, ils vont aider dans les luttes révolutionnaires pour pouvoir acquérir aussi l'indépendance même des Afriques et essayer de créer même des idées comme par exemple le marché des Noirs aux États-Unis où les Noirs n'achetaient qu'avec les Noirs, mais tout ça pour fortifier la communauté africaine à travers le monde.
Mes chers frères, tu seras d'accord avec moi que si eux, ils ont eu une telle belle idée et ont fait ce qu'ils pouvaient, est-ce que les générations à venir comme les Senghor, quand Senghor nous parle de la négritude, les gens peuvent juger ce qu'ils veulent. Et un homme n'est jamais parfait. Mais disons aussi que c'est parce que Senghor a marié une femme blanche aussi qui pouvait rentrer dans certains milieux blancs. J'aimerais que les gens écoutent ça très bien. D'autres disent, mais lui-même il a dit, il faut faire ça, la négritude et autres, mais lui-même il allait marier une femme blanche. Ok, chers frères, vous m'excusez. Alors? Ok. Ouais, comme ça. Oui, oui. Ça va. Non, non, non. Ok, il n'y a pas de problème. Non, 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 il n'y a pas de problème. Ok, ok. Merci bien. Ok. Alright. Bye. Thank you. Et donc, comme je le disais, dans la vie, personne n'est parfait. Mais il y a toujours un aspect caché en toute chose. Ce qu'on peut critiquer, pourquoi ils ont marié une femme blanche, pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ça n'a pas réussi, mais ça a aussi servi d'instrument. Par exemple, la lutte de la libération de Soweto, l'apartheid en Afrique du Sud. Par exemple, quand je regarde les Frantz Fanon, qui a quitté son poste pour aller servir en Algérie. Voyez-vous, eux, c'était les vrais panafricains. Parce qu'ils ont donné de leur vie, ils ont donné de leur temps. Et ce qu'ils ont dit était en harmonie avec ce qu'ils faisaient. Par exemple, ce que beaucoup ne disent pas, grâce à la femme blanche de Senghor, il y a beaucoup de négociations où un noir ne pouvait pas rentrer. Mais au fait qu'il avait une femme blanche, il pouvait accéder à travers la femme là-bas. Et ça a aidé dans la lutte aussi. Il ne faut pas être totalement ingrat face à une action, surtout quand l'intention est pure. C'est ce que je vais dire. Ça, après les fondateurs originels et l'époque des années 60-70 avec les Senghor, le panafricanisme meurt. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Ça meurt. On ne parle plus de panafricanisme. Par exemple, des années 80 jusqu'en 90, jusqu'en 2000, pour venir jusqu'en 2020, on ne parle pas de panafricanisme. Et subitement, depuis 2020, après le coronavirus, on a l'impression que le panafricanisme est une réalité nouvelle et donc qu'il faut s'approprier à tous les coups. Mes chers frères, ce que beaucoup oublient, c'est qu'à partir du Covid-19, la réalité du monde a changé. Et c'est cet article-là que j'ai lu. Aujourd'hui, tous les peuples sont obligés de réadapter leur position à travers le monde. Position géostratégique, position économique, position politique, et etc. En même temps que l'Europe, c'est-à-dire la France, les États-Unis, se disaient qu'ils avaient déjà des précarés et que c'était des zones de confort. Qu'est-ce que la Russie fait? La Russie se dit, pourquoi ne pas essayer? Après le coronavirus, on a vu beaucoup de choses où ce sont les plus forts qui dominent. Pourquoi ne pas être parmi les plus forts et essayer d'avoir un précaré en Afrique où la majeure partie des ressources naturelles qui intéressent aujourd'hui la Russie et les grandes puissances se trouvent. Chef, écoute très bien ce que je suis en train de te dire. Tu connais le Sénégal? Si tous ceux qui sont avec moi prennent une carte d'Afrique, je vais vous montrer le vrai plan. Si vous avez une carte d'Afrique, vous la prenez. Tu connais le Sénégal? Ok. Si tu as une carte, il faut regarder. Le Sénégal se trouve dans... Oui. Il faut regarder. Le Sénégal, c'est quand tu fais une carte, quand tu divises la carte d'Afrique en 4 là. Le Sénégal se trouve à l'extrême. Si tu as une carte, il faut me dire oui ou non. Oui, j'ai une carte devant moi, oui. Ok. Le Sénégal se trouve à l'extrême. Oui, j'ai une carte, oui. À l'extrême, il faut me donner les 4 points cardinaux. Le Sénégal, quand tu divises en 4, le Sénégal se trouve à l'extrême ouest. Mais surtout, à l'extrême gauche, là... Non, quand tu regardes que tu as ça de face, le Sénégal se retrouve à l'extrême ouest. C'est-à-dire où il y a ta main gauche là. Quand tu fais les 4 points cardinaux là, en haut c'est le nord, en bas c'est le sud. C'est ça. À gauche c'est l'ouest et à droite c'est l'est. Quand tu regardes, à l'est. Voilà. Ça, oui. Quand tu regardes, le Sénégal se trouve dans quel extrême? L'extrême ouest. Mais l'ouest complètement. J'ai dit sur la base des 4 points cardinaux. Quand tu fais les 4 points cardinaux là, quand tu mets ta main devant toi, c'est le nord que ça indique.
Quand tu mets ta main derrière toi, c'est le sud que ça indique. Oui. Quand tu mets ton bras gauche, quand tu tends ton bras gauche, ça c'est l'ouest. Et quand tu tends ton bras droit, ça c'est l'est. Sur la base des quatre, c'est toi qui deviens le centre. Donc tu vas voir que le Sénégal est dans l'extrême ouest. Après le Sénégal, si tu regardes bien la carte, tu vas voir c'est le Mali qui vient. Après le Mali, tu vois c'est le Niger. Là, on est en train de progresser par là à l'est. Hein. Après le Niger, tu vas voir que c'est le Tchad. Après le Tchad, tu vas voir que c'est le Soudan. Après le Soudan, tu vas voir que c'est l'Érythrée. Exact. Et donc, tu comprends tout le plan maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Russes ont compris que pour pouvoir s'accaparer des ressources naturelles, il faut bloquer l'Afrique de l'Ouest et diviser l'Afrique en deux à partir de l'Est jusqu'à l'Ouest. Donc, ils veulent créer une bande. Et si tu te souviens très bien, il y a des mois, depuis avril, j'avais dit au Sénégal, au Burkina et à la Côte d'Ivoire de se méfier. Parce que ce sont ces pays-là, originellement, qui sont les cibles. Et ils ont pu avoir déjà un point d'ancrage que le Mali. Et même hier, tu as vu qu'il y a eu des attaques au Niger. Et tu as vu que le Tchad est un soutien pour eux. Et à partir de la Centrafrique, ils ont déjà le Soudan. Ne vous trompez pas, ils ont déjà le Soudan à partir de la Centrafrique. Et donc, à partir du moment où ils ont le Soudan, ils sont en train de négocier pour aller aussi vers l'Érythrée. Et une fois qu'ils ont ça, là, c'est fini. Il n'y a qu'une petite bande de mer entre eux et puis l'Europe. Mais il y a l'Algérie aussi, grand frère. Pour ne pas vous couper la parole. Non, tu ne me comprends. Si tu te calmes, tu vas me comprendre. L'Algérie dont tu parles là est considérée comme une puissance stable. Il faut s'attaquer aux puissances qui ont deux caractéristiques. Soit elles sont faibles ou soit elles sont instables. Si tu prends une règle que tu traces là, tu vas voir que ce que je viens de te donner, Sénégal, Mali, Niger, Tchad, Soudan, Érythrée, tu vas voir que ça te donne une bande bien claire. Ça te donne un grand trait bien direct. Et donc, l'objectif de ces personnes-là, c'est de s'attaquer pour diviser l'Afrique en deux. Parce que la question que tu poses a un sens. Il y a l'Afrique arabe et il y a l'Afrique noire aussi, qu'il ne faut pas oublier. Et ils savent qu'il sera plus difficile de pénétrer en Afrique arabe. Mais il sera plus facile de pénétrer en Afrique noire. Et à partir de cette bande-là, quand ils vont faire cela, ça va leur servir de bloquer les intérêts occidentaux. Et une fois les intérêts occidentaux bloqués, eux, de facto, s'ils sont installés dans les pays que je viens de citer là, les occidentaux ne pourraient plus circuler et avoir librement accès aux ressources naturelles. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque eux-mêmes ne peuvent pas se lever au sein des populations africaines pour essayer de faire passer leurs idéologies, on va donc prendre des jeunes gens qu'on va coopter, former surtout à l'idéologie communiste et en fonction des objectifs que la Russie veut atteindre, on leur dit, bon écoutez, allez dire aux Noirs que ceux qui les ont toujours colonisés les ont toujours menti et que pendant 60 ans, ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit et que tous vos problèmes en réalité, ce sont vos anciens dirigeants là qui ne vous aiment pas et qui sont eux-mêmes qui créent. Il y a de la vérité aussi dedans. Quand on prend par exemple le double jeu français, ça c'est une réalité que tout le monde connaît. Quand on prend par exemple le règne pour diviser, ça a toujours été une politique des Occidentaux. Et donc, sur cette base-là, on dit à ces jeunes gens, allez, c'est une méthode qui est bien tracée. On leur dit, faites revivre des anciennes gloires dans l'esprit des gens. Non, vous étiez libres, vous étiez des Noirs, vous étiez comme ci, vous étiez cela. Et essayez de revendiquer vos droits et essayez de bouter hors de l'Afrique ceux qui étaient là. Et nous, les Russes, on va pouvoir vous donner les garanties pour pouvoir négocier avec vous. Mais à la réalité, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que ces soi-disant panafricains sont payés. Tu as vu la semaine dernière, il a été dit que Nathalie Niang ne devait plus aller en France. Mais si je te dis que c'est une histoire d'argent qui est derrière, tu ne vas pas me croire aussi. Et donc, on fera vite de comprendre que ces jeunes personnes, ou même ces personnes, ne le font pas parce qu'elles aiment les Africains. Kémy Séba ne le fait pas. Nathalie Niang ne le fait pas. Comment il s'appelle déjà? Franklin Nyamsi et autres ne font pas ça parce qu'ils aiment les Africains. Est-ce que c'est eux qui sont plus conscients de notre africanité que nous-mêmes? Loin de là. Mais ils sont en service commandé.
Ils sont dans une logique de propagandisme. Et c'est leur rôle qu'ils font. Et comme il y a des écoles de psychologie qui peuvent comprendre l'humain et anticiper sur les sentiments qui peuvent vite passer, et c'est ce qui marche très bien en Afrique. Une fois qu'on désigne un ennemi et qu'on souffle sur le sentiment, ça colle vite. Et donc, puisqu'on a désigné un ennemi, il faut pouvoir s'en débarrasser. Mais à la question de savoir quels sont les résultats qu'on aura et quels sont les plans d'action pour le futur, on ne se pose pas ces questions-là. Et donc, à la différence des pères fondateurs du panafricanisme et de la génération des Senghor qui ont mis des pratiques, quand je prends les Birago Diop, qui ont fait des choses concrètes, ces nouveaux panafricains, pour la plupart, n'ont jamais eu un rapport sain avec le travail. Pour la plupart, quand tu leur demandes, mais là où vous voulez nous conduire, dites-le nous, ils vous disent non. Nous, notre combat, c'est qu'on ne veut pas voir la France. Et c'est là que tu découvres que non. En fait, ils sont dans un combat de procuration. C'est quelqu'un qui les a envoyés pour enlever ceux qui sont là pour pouvoir se positionner. Sinon, eux-mêmes, ils n'ont pas de plan. Non, il faut enlever la France seulement. Mais en enlevant la France, si la France est le problème et que le franc CFA est le problème, il faut qu'on ait le courage de sortir du circuit international financier. Parce qu'il ne suffit pas de s'arracher à la France, mais il suffit de laisser tomber tout ce qui représente même l'Occident. Or, la Russie n'a pas le monopole du monde de la finance internationale. La Russie elle-même aujourd'hui victime du monde de la finance internationale. Mais aujourd'hui, si la Russie peut en être victime, et nous aujourd'hui qui voulons nous débarrasser des Occidentaux qui ont le monopole de la finance internationale, si on les laisse avec tout leur système, on rentre dans quel système? Eux, ils n'ont pas réfléchi à ça. Eux, ils n'ont pas réfléchi aux conséquences. Eux, ce qui les intéresse. Eux, ils disent ce que les gens veulent entendre. Eux, ils gagnent leur argent. Le reste, ça ne les intéresse pas. Voilà un peu expliquer la réalité du soi-disant panafricanisme, qui n'est que de la poudre aux yeux, qui n'est que de la manipulation des masses, et qui n'est qu'une déstabilisation de l'Afrique à grande échelle. Et nous ne serons y souscrits pour pouvoir mentir aux Africains. C'est dangereux pour eux-mêmes, c'est ce que j'allais ajouter. Si on retourne encore sur ce que je disais hier par rapport au Sénégal et la bande que la Russie veut tracer en Afrique, c'est aussi, géostratégiquement parlant, c'est aussi un avantage militaire. Tu vois que la Russie a très peu d'amis alliés. Et si tu reprends la carte du monde, j'allais te montrer encore que le Sénégal, c'est-à-dire le positionnement du Sénégal, est l'une des distances les plus proches de l'Afrique pour aller pour aller aux États-Unis. Ça ne te fait pas penser à quelque chose? Si. Le positionnement des missiles. Oui, effectivement. Et il y a toutes ces réalités militaires qui sont en jeu. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes la carte mondiale, tu regardes la Russie, il peut passer peut-être par le Kazakhstan, le Turkménistan et puis aujourd'hui l'Iran. Et se positionner directement à partir de l'Afrique en passant par la corne de l'Afrique, comme je l'ai montré hier, et directement ça leur facilite la tâche. Au lieu de faire le grand tour, ils descendent directement jusqu'en Iran et ils passent directement par la corne de l'Afrique. Ils sont déjà là facilement, plutôt que de tourner carrément en haut ou en bas. Et donc c'est comme ça que le monde est devenu aujourd'hui. Le monde est devenu une scène où chacun cherche à se positionner. Et pour ceux qui veulent la distance entre les États-Unis et le Sénégal, c'est autour de 8498 km. C'est pas beaucoup, hein? En termes de missiles à longue portée, c'est pas beaucoup. Justement, quand tu imagines aujourd'hui la puissance des missiles supersoniques qui existent, qui vont plus à des chiffres au-delà même de la vitesse de la lumière, tu comprends qu'il y a des grands enjeux qui sont en train de se discuter en ce moment-là. Mais le véritable problème que nous nous posons, c'est que nous, les Africains, nous servons de sacrifice expiatoire. Nous servons de moutons de sacrifice. De cobayes. Et nous ne nous rendons pas compte que nous sommes en train de nous desservir nous-mêmes. C'est ça le plus grand danger de l'homme noir africain. Il faut qu'on se ressaisisse. Et c'est pourquoi on a toujours dit que le salut de l'Afrique ne viendra que lorsqu'on se mettra ensemble. Et imaginez un peu, lorsque l'homme blanc est venu en Afrique, les premières stratégies qu'ils ont eues, ils ont fait des grands groupes d'ensemble.
C'est là que vous aurez vu le Sénégal et le Mali qu'on appelait le Soudan français. Vous aurez vu que la Côte d'Ivoire actuelle et le Burkina, et on les appelait la Volta, que ce soit la haute ou la basse. Et vous allez voir qu'il y avait aussi l'Algérie. Ils avaient formé des grands ensembles. Et il y avait l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française. C'était des grands ensembles. Parce qu'il est plus facile de diriger des grands ensembles plutôt que d'être dans des micro-pays ou dans des zones dispersées. Cela rend difficile la gestion. Si hier les Occidentaux ont fait cela pour pouvoir maîtriser toute l'Afrique, est-ce qu'il n'est pas temps que pour nous autres Africains, on puisse se réapproprier de ces grands ensembles-là, de devenir plus forts et de pouvoir nous lancer? Parce qu'on n'a pas d'autre choix. Quoi que les Africains feraient, la Côte d'Ivoire, elle seule, ne vaut pas grand-chose. Le Burkina, le Mali, pris individuellement, tous ces pays-là ne valent pas grand-chose. Mais c'est en nous mettant ensemble et en comprenant surtout les enjeux du moment qu'on pourra avancer. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre salut. Quel que soit ce que nous voudrions faire, il faut accepter les douleurs que nous avons subies. Ce n'est pas là le drame. Mais le drame, c'est de ne pas s'en sortir et d'être là toujours en train de se plaindre, comme tu disais. Parce que les complaintes, ça n'a jamais sauvé un peuple. Se plaindre, ça n'a jamais été la fierté même d'un peuple, encore moins d'un ensemble de personnes. Ça, il faut que les Africains s'en souviennent. C'est vraiment très important. Et c'est ça l'arme de ces panafricains-là, qui en réalité font un commerce. Ils vendent l'Afrique pour avoir de l'argent qu'ils vont mettre dans les banques occidentales. C'est là l'aspect pervers. Et ils reviennent vous dire le discours facile, mais qui est plus nuisible à vous et destructeur. Non, n'acceptez pas. Oui, vous pouvez ne pas accepter, mais en n'acceptant pas, quelle autre alternative vous est offerte? Et la Russie ne fait tout ça que dans un aspect militaire. La Russie n'a pas véritablement le temps de développer des nations. Elle n'en a pas les moyens, elle n'en a pas l'intelligence, parce que être capable de développer une nation et se mettre au service des nations qu'on veut diriger, il faut aller regarder par exemple Kadyrov. Regardez, aujourd'hui, il est promu en tant que chef militaire. Et on vient de le nommer général. Ça veut dire tous vos pays africains là, la Russie va faire de vous des États guerriers, mais vos peuples là n'auront pas accès à l'économie mondiale, n'auront pas accès à l'évolution et au progrès social et économique. Et les dirigeants qui vont jouer les animaux de compagnie sont ceux-là qu'on va nommer comme, je vais appeler comme le cas de Kadyrov, seront nommés comme général. C'est très bien. Mais est-ce qu'on peut continuer toujours à faire continuellement la guerre avec le monde? Est-ce que le destin de l'humanité, c'est de militariser le monde? Ça encore, ça nous rattrapera. Parce que ça va faire que si tout le monde se militarise, personne ne pourra laisser qui que ce soit faire quoi que ce soit. Et chaque jour, nous serons dans la guerre permanente. C'est toutes ces réalités-là qu'il faut éviter. Et c'est pourquoi nous, on sort chaque jour qu'on peut pour conseiller. On n'a pas le monopole de la science infuse, mais au moins pour dire ce qu'on sait, pour dire aux jeunes gens. J'ai vu par exemple déjà les Maliens qui disent qu'ils regrettent déjà ce qu'ils font. Yann, ça va beaucoup te surprendre, mais il y a le ministre des Affaires étrangères du Mali qui dit déjà qu'eux reconnaissent déjà qu'il y a eu des torts. Et c'était sur Sénéweb. Voici ce qu'il disait. Si vous me permettez, je vais lire. Bien sûr. Il a pour titre, je vais aussi mettre le lien pour ceux qui veulent vérifier d'abord, pour ne pas que on dise qu'on est tombé dans les amalgames. Ok. Donc, je viens de mettre le lien pour ceux qui veulent vérifier. Et donc, voici ce que l'article dit. La sécurité s'est fortement dégradée depuis l'arrivée de Wagner selon les États-Unis. Les États-Unis considèrent que la sécurité au Mali a considérablement été détériorée depuis que la junte a fait appel, selon eux, aux mercenaires de la société russe, dont la présence militaire limite fortement l'action anti-djihadiste américaine, a dit un haut responsable le mercredi, c'est-à-dire hier. La junte malienne a fait venir Wagner et le terrorisme a empiré de façon considérable, a déclaré lors d'une visioconférence la sous-secrétaire d'État américain Victoria Nuland, de retour d'un déplacement au Sahel, y compris au Mali, entre le 16 et le 20 octobre.
elle a fait état d'une augmentation d'environ 30% des actes de terrorisme au cours des 6 derniers mois. Ces propos contredisent ceux des militaires qui ont pris le pouvoir par la force en 2000 dans ce pays que le Mali secoué depuis 2012 par la violence et la propagation djihadiste. Les autorités maliennes se sont détournées depuis un an de l'allié français et de ses partenaires et tournées vers la Russie. Elles répètent avoir inversé la tendance sécuritaire et avoir mis en débandade les groupes djihadistes. Les États-Unis, la France et les Occidentaux accusent la junte de s'être adjoint les services de la société de sécurité Wagner aux agissements décriés. Les autorités maliennes démentent et parlent de coopération avec l'armée russe au nom d'une relation ancienne d'État à État. Madame Nuland a indiqué avoir fait part des préoccupations américaines au gouvernement malien lors de sa visite. Ce gouvernement intérimaire a fait de très mauvais choix en faisant venir Wagner et en les associant à son dispositif sécuritaire. Et nous en avons vu les résultats avec une violence et des actes de terrorisme en augmentation et les forces des Nations Unies poussées vers la sortie, a-t-elle dit. Elle a accusé Wagner de faire pression sur le Mali pour qu'il limite des opérations des missions de paix de la MINUSMA, limitation dont s'est plaint la MINUSMA elle-même. Madame Nuland s'est aussi fait écho de nombreuses accusations d'abus commis par les hommes de Wagner contre les populations civiles. Les voisins du Mali sont également très inquiets de la présence de Wagner au Mali, a-t-elle déclaré en citant la Mauritanie, où elle s'est également rendue et qu'elle a décrite comme un îlot de stabilité dans un voisinage très âpre. Voilà comment l'article s'arrête. Voyez-vous, quand on est source de malheur pour ses voisins, est-ce qu'on peut être fier de soi-même? Il faut que les Maliens se posent cette question-là. Quand vous mettez en péril la stabilité régionale, est-ce que c'est quelque chose de bien? Et je me souviens encore que ces autorités maliennes elles-mêmes, comme je le disais, ça c'est ce que les Américains ont dit. Mais je vais vous lire aussi la position même des autorités maliennes pour que chacun puisse se faire son idée, parce que c'est vraiment très important de situer les choses. Et donc voici ce que les autorités maliennes disent. Après ce que les Américains ont dit, Abdoulaye Diop avoue enfin, nous avons failli par rapport à notre responsabilité pour assurer notre propre sécurité. Et là encore, je ne sais pas si le titre, si le rapport pourra passer, mais je vais le mettre et permettre aux uns aux autres de vérifier. Parce que c'est ça, la plateforme Éclaireur Pro Vérité, c'est la plateforme de la responsabilité. Tu ne dis pas quelque chose et puis tu passes, on n'accepte pas. Tu mets d'abord la preuve. Là, on vérifie avec toi. Et donc, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a enfin reconnu la responsabilité du Mali qui a manqué d'assurer la sécurité du pays. Aujourd'hui contrôlé en grande partie par des djihadistes, au 8e Forum international de Dakar, le mardi 25 octobre 2022. Ça veut dire, c'est le mardi passé là, lui-même il dit que eux là, ils ont échoué, le ministre des Affaires étrangères du Mali. Et je lis l'article. Nous avons failli par rapport à l'intégration du continent. Nous avons failli par rapport au renforcement de la coopération entre nous. Nous avons failli par rapport à notre responsabilité pour assurer notre propre sécurité. Et je crois que nous ne pouvons pas faire assumer ça par les autres, a déclaré en marge de la conférence consacrée à la sécurité et à la paix. Des journalistes lui avaient demandé pourquoi les autorités de la junte malienne, conduites par le colonel Assimi Goïta, avaient tendance à accuser tout le monde, sauf avoir leur propre responsabilité. Il ne faut pas jeter l'anathème sur les gens. Nous avons notre propre responsabilité, a-t-il reconnu dans son discours devant le forum de Dakar. Cette phrase est très importante. Il dit, il ne faut pas jeter l'anathème sur les gens. Nous avons notre propre responsabilité. Et quelle est cette responsabilité? La question de la responsabilité de la junte au pouvoir au Mali, dans la dégradation de la situation sécuritaire devient prégnante. Alors que le groupe de colonels avait arraché le pouvoir au président Ibrahim Boubacar Keïta, qui va mourir en résidence surveillée quelques mois après sa chute, et avait expliqué vouloir restaurer la sécurité, les agressions terroristes n'ont pas faibli.
Dans certaines contrées, les attaques djihadistes se sont même accrues et l'insécurité touche désormais certaines villes jusque-là épargnées. Il ne faut pas s'y méprendre. Les colonels au pouvoir actuellement à Bamako sont ceux qui étaient capitaines ou lieutenants en 2012, lesquels devraient conduire les troupes au front et qu'ils avaient échoué face à l'avancée des terroristes, au point où le président d'alors, Amadou Toumani Touré, a dû faire appel à l'armée française. Avait fait remarquer l'analyste André Silver Kouna, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons failli par rapport à l'intégration du continent, nous avons failli par rapport au renforcement des coopérations entre nous, etc. C'est ce que nous venons de lire. Et donc, on va s'arrêter là pour ceux qui veulent continuer. Et donc, Yann, quand moi j'ai lu cet article, je me dis, est-ce qu'il était nécessaire de faire tout ça pour venir nous sortir le 25 octobre 2022, qu'ils reconnaissent aujourd'hui leurs responsabilités, qu'ils reconnaissent qu'en divisant, en faisant palabre avec tout le monde, pour rien. Aujourd'hui, le 25 octobre, Abdoulaye Diop s'en va s'arrêter pour dire qu'eux reconnaissent aujourd'hui que la dégradation sécuritaire là, ils ont leur part de responsabilité dedans. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'avec cette situation-là, va demander aujourd'hui au Niger, va demander en Mauritanie, va demander au Burkina, va demander à tous les autres pays si ça n'a pas causé des conséquences en termes de mouvement des populations, en termes même de mouvement des djihadistes. Et surtout ce qui fait mal, est-ce que en tant qu'État, pour aller vers l'éco, est-ce qu'il n'y avait pas un certain nombre de conditions que chaque pays africain devrait remplir? Et à cause de certains pays comme le Mali et autres, on va toujours en train de sombrer pour aller vers le bas. Et facilement, ils veulent qu'on avale leurs bêtises pour qu'on passe. C'est vraiment énervant. Et ce groupement de personnes sans valeur, il faut que vraiment le Mali s'en débarrasse pour que le monde puisse aller vite et mieux. C'est ce que j'allais ajouter. Merci mon grand oncle, si tu me permets, parce que ce que tu as dit, ça m'a vraiment inspiré sur deux merci beaucoup mon grand oncle, sur deux modèles de panafricains. Voyez-vous, on a des panafricains qui s'aboient à longueur de journée, qui ne sont pas dans du concret, qui ne sont pas dans la réalité, mais qui sont dans du brassage de vent, dans de la rhétorique sans fond, qui parlent pour parler, qui parlent pour faire plaisir à leur égo surdimensionné, qui croient qu'à travers des discours, ils peuvent transformer le monde. Je cite par exemple Logro qui est passé le premier ministre par intérim malien, Maïga, qui est passé à insulter tout le monde, à déverser son venin, sa bile sur des hautes personnalités. Donc lui-même, il reconnaît leur autorité, parce que sinon, il ne serait pas à la tribune de l'ONU pour raconter sa misère. Et on a des vrais panafricains, des gens qui ne parlent pas, mais qui aujourd'hui sont en train de mettre en place, et qui ont déjà mis en place une union. Aujourd'hui, je parle de notre grand président et de son frère, son homologue Nana Akufo-Addo, les deux Addo, qui sont en train de réunir leurs forces au niveau de la culture du café cacao. Vous savez, c'est les deux pays qui sont les premiers producteurs mondiaux de cacao. Ils sont en train de réunir leurs forces pour pouvoir simplement faire plier les multinationales du chocolat à leur volonté. Vous voyez, ça c'est du panafricanisme concret. Ça, c'est du vrai panafricanisme. Ce n'est pas du panafricanisme en train de nous ressasser l'histoire de l'Antiquité, l'histoire de l'Afrique antique ou de l'Afrique médiévale. Non. Mais c'est des gens qui, aujourd'hui, c'est des gens de leur époque, des gens de leur temps qui essayent, avec leurs richesses naturelles, leurs ressources qu'ils ont essayé de faire fructifier par le travail de leur population et par eux-mêmes leur travail, à s'imposer. Ça, c'était très panafricain. J'ai été très content que tu aies donné aussi l'exemple de Frantz Fanon hier. Ça m'a fait vraiment plaisir parce que c'est des histoires que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Frantz Fanon était un Antillais, un Martiniquais, qui est allé aujourd'hui, qui a tout laissé pour aller vraiment
retrousser les manches pour aller se battre auprès de l'Algérie avec c'est le, j'oublie le nom là, le front de libération de l'Algérie. Bon, ça m'échappe un peu, mais ils avaient un organisme qui luttait contre la colonisation. Voilà des gens aujourd'hui qui ont marqué à travers leur histoire, l'histoire du vrai panafricanisme. Mais c'est de ces modèles-là qu'on veut. Vous voyez, aujourd'hui, bon, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et on tombe sur des personnes comme des Kémy Séba, qui sont des Nathalie Yam, bon, vraiment, excusez-moi du terme, quoi, des péripapéticiennes, des hommes politiques comme ça, hein, des personnes qui ont eu même des enfants, même avec, bon, enfin, ça c'est leur vie privée, mais ça nous concerne, parce que ce sont des personnes qui aujourd'hui sont en train de mettre en mal l'opinion, de donner de mots, désinformer la jeunesse africaine. Et c'est dommage. Et c'est des gens qui c'est-à-dire qui sont à l'opposé de certaines valeurs du panafricanisme. Frantz Fanon, il s'est levé, il dit, bon, moi je suis panafricain, je quitte mon île de Martinique, je reconnais mes origines africaines, je vais me battre. En plus, il ne va même pas se battre même pour l'Afrique, il va se battre même pour l'Afrique arabe. C'est ça un panafricain. Mais Nathalie Yam, elle fait tout ça là. Elle n'est pas dans un pays africain. Elle ne vit pas dans un pays africain. Et l'argent qu'on lui donne là, ça reste en Suisse. L'autre malade mental là aussi, qui n'est même pas fichu de la façon dont il a déchiré un billet de CFA au Sénégal, qu'il brûle un billet de CFA au Sénégal, qu'il brûle son passeport français comme ça pour nous. Moi, je suis africain, je suis un panafricain, je suis digne de l'aide, je brûle mon passeport français pour dire que je suis contre la France. Poser des actes exemplaires comme ça, qui puissent aussi donner du courage à ceux qui vous supportent. Mais non, on ne fait pas ça. Vraiment, on est dans une autre ère, malheureusement, et la population n'arrive pas à comprendre que c'est important d'aller à l'école. C'est important de comprendre les choses, même si on n'est pas allé à l'école, mais on peut s'instruire. On peut être un autodidacte. On peut vraiment chercher à avancer et à faire avancer les choses à travers des personnes comme toi, des personnes vraiment qui sont comme nos mères, comme nos Chao et nos Mao. Mais écoutez un peu le discours, regardons. Il n'y a rien de tel que la stabilité. Il n'y a rien de tel que la stabilité. Donc aujourd'hui, sans stabilité, là, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On va encore tout, où là où le président Alassane nous a mis, on va laisser tomber tout ça pour encore régresser encore 20 ans en arrière, alors qu'on a eu du mal après au Faux-Boigny pour remonter. Aujourd'hui, on va encore retourner. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui, eux, croient que leur fesse là, ça a été créé juste pour le fauteuil présidentiel. Mais mon frère, dans ce cas, si l'éthique n'est pas au pouvoir, donne-toi la mort. Et puis la vie va continuer à exister. Dans 10 ans même, 10 ans même, c'est trop même. Peut-être qu'il y a beaucoup d'entre nous, je touche du bois, qui ne seront plus là. Mais pourquoi est-ce qu'on le peu de temps que Dieu nous donne pour vivre, pourquoi on ne fait pas du bien? Pourquoi on regarde que notre ego? Pourquoi on regarde que nous et nos proches? Pourquoi on regarde que nous et notre tribu, nous et nos clans, et on croit que nous devons nous asseoir forcément sur la tête des autres et nous devons forcément boire leur sang pour exister. Pour exister. Mon frère, tu as fini de faire tout ça là. On ne va même pas te mettre dans 2 mètres carrés. 1 mètre carré, tu vas rester dedans pour le reste de tes jours. Les asticots viendront manger, te broyer, manger tes gros yeux de chef tribal. C'est ça qu'ils vont manger. Mon grand-oncle, vraiment, je suis désolé. Merci beaucoup. J'ai été un peu long, je m'en excuse. Mais bon, voilà, bonne soirée. Je reste à l'écoute. Merci beaucoup, Yann, pour cette brillante intervention. Merci à toi. Et je te souhaite une excellente soirée. Que la grâce divine demeure à chacun de nous. Amin, amin, amin. Merci. Merci beaucoup. Je reste à l'écoute. Ok, merci.